Et donc raconter un plan social à bas bruit, c'était exactement ce qui intéressait les jours et c'est ce qui allait m'intéresser moi. D'essayer de raconter les choses de l'intérieur de façon un peu différente. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. En novembre, les jours achevaient leur série Combat Beauté Institut. Dans cette obsession en 6 épisodes, Lena Bjurström racontait le plan social en cours chez Nocibé. L'enseigne de parfumerie avait annoncé en janvier 2021 la fermeture de 62 magasins et la suppression de 347 emplois. Après des mois d'incertitude, les salariés de Nocibé avaient finalement appris que seulement une centaine d'entre elles seraient concernées par le plan social, tandis que certains magasins seraient repris par le groupe April. Mais depuis, que sont devenus les 347 employés de Nocibé dont l'emploi était menacé ? Lena Bjurström est journaliste indépendante. Pour les jours, elle avait suivi le procès pour crime contre l'humanité d'un colonel des services de renseignement syriens dans la série La Traque. Cette fois-ci, elle s'était intéressée à un sujet tout autre, le sort des employés de Nocibé menacés de licenciement. Bonjour Léna, tu es journaliste indépendante et donc pour les jours tu as couvert le plan social chez Nocibé et tu as clôturé ta série en novembre dernier. Le 31 décembre va s'achever le plan social. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors concrètement, à ce stade, ce que ça veut dire, c'est que donc pour les salariés qui ont été reprises avec les meubles par April, donc la transition s'est faite en octobre. Donc elles ont changé d'employeur, elles sont chez leur nouvel employeur. Pour elles, il y a tout un enjeu qui va se dessiner dans les prochains mois sur quels avantages elles peuvent potentiellement conserver sur leur niveau de rémunération, puisque là pour le moment leur rémunération est la même, mais à partir de janvier en fait ça va se jouer sur des négociations en interne avec April sur certains avantages ou pas qu'elles pourront conserver. Enfin en tout cas les bénéfices, les primes diverses et variées qu'elles pourraient obtenir sont incertaines. Oui. Et donc elles se posent notamment la question de leur prime d'ancienneté, de qu'est-ce qui va être gardé ou pas. Ensuite pour ce qui est de la petite centaine de salariés restantes, donc elles vont... L'immense majorité des boutiques va donc fermer au 31 décembre, donc elles vont être licenciées en bonne et due forme ce mois-ci et partir avec, pour la majorité d'entre elles, en fait, partir avec les indemnités qui ont été négociées par les représentants du personnel en juillet dernier. Ce qui est intéressant et ce que je notais dans le dernier épisode, c'est que en fait ça recrute chez Nocibé. D'une part parce que dans les négociations qui ont été faites en juillet, les représentants du personnel avaient obtenu l'ouverture d'un certain nombre de postes dans des boutiques qui n'allaient pas fermer pour compenser en fait le reflux des clients vers ces boutiques-là. Et par ailleurs, il y a un énorme turnover. Donc en fait, sur la bourse interne à l'emploi, il y a un certain nombre de postes. Il y a même un peu plus de 200 postes. En tout cas, la dernière fois aux dernières nouvelles. Donc potentiellement, la petite centaine de salariés qui est licenciée, en fait, pourrait reprendre un poste chez Nocibé, pourrait conserver un emploi chez Nocibé. Après, avec des conditions différentes dans d'autres boutiques, parfois pas les mêmes régions, certes, mais pourrait. Il y en a moins de 10, en fait, qui finalement ont choisi de rester. Là, les autres préfèrent prendre le chèque et partir, voire même faire quelque chose de fondamentalement différent, laisser tomber la cosmétique et s'embarquer dans autre chose. Et ça, je trouve que ça dit beaucoup aussi sur un corps de métier, surtout lorsqu'on parle de personnes qui ont commencé et qui se sont lancées là-dedans en étant convaincues. Qu'est-ce qui a changé chez Nocibé depuis que le plan social a eu lieu ? Honnêtement, je pense pas grand-chose. C'est difficile à estimer, hein, bien sûr, mais on peut pas parler... Il n'y a pas eu un mouvement social d'ampleur, il n'y a quasiment pas eu de grève, quasiment pas eu de grève, quasiment pas eu de manifestations. Les gens qui se sont mobilisés, les salariés qui se sont mobilisés, c'est une poignée. Déjà d'une part parce que finalement par rapport à la masse des salariés de Nocibé, les personnes qui étaient concernées par le plan social même de l'origine finalement étaient déjà une poignée, et à l'intérieur de cette poignée c'est encore une toute petite poignée qui s'est mobilisée, et ça je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui change. Après la mobilisation autour d'un plan social, c'est une certaine forme de mobilisation et de lutte sociale. Il y a aussi tout ce qui va au quotidien, les problèmes de management, les accidents du travail, tout ça en fait, ce sont des petites choses à négocier, à faire avancer, et ça en fait ça a toujours été présent, mais
Mais est-ce que subitement, chez Nocibé, parce qu'il y a eu ce plan social, tout le monde s'est découvert une âme de syndicaliste? Non, clairement pas. Et qu'est-ce que deviennent tes personnages? Est-ce que tu as eu de leurs nouvelles? Oui, un petit peu. Pas forcément la très récente, mais j'ai eu quelques nouvelles. Je sais que un certain nombre de mes personnages, du coup, sont passés chez April. Alors, je sais que du côté de celles qui étaient proches de la CGT, elles contestent ardemment leur transfert chez April. Euh, pour d'autres personnes, les dernières nouvelles que j'avais, c'était qu'elles s'adaptaient ou alors elles s'en vont. Certaines, du coup, sont licenciées et s'apprêtent à démarrer une nouvelle vie. Euh, Certaines font leur premier pas dans une nouvelle entreprise et sont toujours un peu dans l'expectative de voir comment ça va se passer. Euh, pour celles qui restent, ou celles qui n'étaient pas forcément concernées directement par le plan social, même si elles l'ont observé, la vie continue, quoi. Mais avec malgré tout, ça aussi c'était quelque chose qui était assez flagrant. Concerné ou pas concerné par le plan social, j'ai beaucoup entendu aussi cette espèce de certitude que ce plan social c'était jamais que le premier d'une longue série. Et donc je sais pas, on verra dans 1 an, dans 2 ans, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à dire sur Nocibé. Il y a quelque chose d'intéressant dans ton reportage, c'est qu'au départ, tu te concentres beaucoup sur le plan social en lui-même, et puis au fur et à mesure, tu décentres un petit peu, tu fais un pas de côté, et tu parles plus généralement des conditions de travail des employés, du fait qu'elles soient passionnées par leur métier. Petit à petit, en fait, l'obsession en elle-même et l'approche qu'on en avait a aussi évolué. À l'origine, on partait vraiment sur un plan social dur. Certes, 350 personnes, ça peut paraître pas beaucoup, mais là, clairement, on se dirigeait vers un plan social où les personnes allaient être licenciées, point barre, et vu le peu de poids des représentants du personnel, on pouvait présager qu'elles auraient des difficultés à négocier de bonnes indemnités et de bonnes conditions de départ, et que de toute façon, clairement, ce plan social-là allait avoir lieu. Et il y a eu un rebondissement en mai, quasiment au moment où moi j'ai commencé vraiment à me pencher plus avant dans ce sujet-là, c'est qu'un repreneur est arrivé. Et le repreneur, en fait, proposait de reprendre une quarantaine de boutiques sur les 62 boutiques qu'elle est fermée en France. Et donc les salariés avec, puisque bien sûr elles viennent avec les meubles. Et ça a changé la donne. Ça a aussi changé la dynamique. Ça a aussi changé la dynamique de lutte, de lutte ou en tout cas d'approche du plan social par les salariés elles-mêmes. Elles sont aussi rentrées dans une incertitude encore plus forte. Qui allait être repris, pourquoi, qu'est-ce qui se met du coup, si tant de personnes étaient reprises avec la quarantaine de boutiques, qu'est-ce qui allait se passer pour les autres, et à ce moment-là, on en discutait avec Raphaël, mais c'est vrai qu'on est rentré beaucoup plus dans une approche presque documentaire de ce qui se passait, c'est-à-dire que le plan social, c'est le fil de cette obsession, mais finalement, petit à petit, j'ai commencé aussi de plus en plus à m'intéresser aux conditions de travail, à la vie de ces femmes-là, aux raisons qui les ont poussées à faire ce travail-là aussi, parce que s'il y a bien un truc que je retiens de cette obsession, c'est que ce sont toutes des passionnées. Personne n'a atterri dans ce métier par hasard. Elles ont voulu faire ce métier-là et elles y ont cru. Et à chaque interview, sans même que je pose la question, en fait, ce qui était le plus flagrant, c'est la désillusion par rapport à ce qu'elles avaient rêvé de ce métier, sa réalité et sa transformation aussi ces 20 dernières années. Donc ça, c'était quelque chose en fait auquel je ne m'attendais pas, mais qui était à raconter. La réalité d'un travail, en fait. Et donc du coup, on est passé progressivement d'un suivi d'un plan social à une approche peut-être plus documentaire. Et là, du coup, évidemment, on conçoit ces épisodes autrement. Et donc raconter un plan social à bas bruit, c'était exactement ce qui intéressait les jours et c'est ce qui allait m'intéresser moi. D'essayer de raconter les choses de l'intérieur de façon un peu différente comment dire, souvent, médiatiquement parlant, lorsqu'on va parler de plans sociaux, on va surtout suivre la lutte contre ce plan social-là.
devant une usine, avec les merguez de la CGT, les piquets de grève, tout ça. Et c'est passionnant, certes, mais du coup, ce qui nous intéressait sur cette obsession-là, c'était de plutôt raconter les choses un peu de l'intérieur et comment c'est vécu par les salariés. Idéalement, j'aurais aimé raconter aussi comment c'était vécu par la direction. Ça n'a pas été possible puisque la direction n'a jamais répondu à mes demandes d'entretien. J'aurais trouvé ça passionnant, pour le coup, vraiment passionnant de raconter le déroulement de ce plan social-là et donc de cette réalité-là en miroir. Je suis persuadée qu'il y a énormément de choses à raconter du côté de la direction, et ce d'autant plus que la direction de Nocibé est une filiale aujourd'hui. À la base, c'était une entreprise indépendante, mais elle appartient maintenant au géant de la parfumerie qu'est Douglas. Et donc l'origine du plan social vient de Douglas, vient de la maison mère en Allemagne. Finalement, la filiale Nocibé a appliqué ce qu'on lui avait dit d'appliquer, et je suis persuadée que c'est quelque chose de pas simple de dealer avec ça. Donc j'aurais adoré raconter cette réalité-là, parce que évidemment, je veux dire, les premières concernées, et la première chose que j'avais effectivement envie de raconter, c'était l'impact sur les salariés, mais on se penche très peu et rarement en fait sur comment ça se passe du côté de la direction, du côté des ressources humaines, comment on travaille sur un plan social. Et ça aurait été, je pense, intéressant de mettre en parallèle ces deux vécus-là et ces deux réalités. Malheureusement, en dépit de mes efforts, je n'ai jamais eu de retour. Ils m'ont jamais répondu. Et donc au bout d'un moment, en fait, ils ne veulent pas répondre. Du coup, on fait avec les communiqués et on se concentre sur la réalité à laquelle on a accès, en fait. Et au final, qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant toutes ces semaines où tu as suivi ce plan social ? La désillusion. C'est-à-dire que... En fait, non, la passion et la désillusion, je dirais que ça va dans les deux sens, en fait. Parce que je ne m'attendais pas... Je ne connais pas du tout ce corps de métier, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Et je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes aussi passionnées par ce qu'elles faisaient. Et ça, c'est très fort, parce que lorsque les gens sont passionnés par ce qu'ils font, moi, ça me touche. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus, et le pourquoi du comment. Et à partir de là, par contre, ce qui était flagrant, ce qui moi m'a marqué, c'est vraiment cette rengaine qui venait tout le temps de fatigue, de perte de sens du métier, particulièrement chez les conseillères en fait. Le nombre de fois où j'ai entendu on ne vend plus... On ne conseille plus les bons produits aux personnes qui viennent nous voir, on essaye de leur refourguer des marques parce qu'il y a un challenge sur cette marque-là, en fait. Et ça, je l'ai entendu et réentendu encore et encore. Et oui, je pense que c'est ce qui me marque le plus, c'est probablement ça. Ça raconte quelque chose, en fait, de la transformation d'un rapport au commerce aussi, d'un rapport au conseil et d'un rapport à la beauté et à la cosmétique aussi. Combat Beauté Institut est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.